Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 7 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Marandi, est avec nous. Ravi de vous revoir. Hi Nima, thank you very much for Salut inviting Nima, me. merci It's beaucoup de always m'avoir a invité. pleasure C'est toujours un being vrai with you on the plaisir show. d'être avec My toi dans ton face is a émission. bit burnt, as you Mon visage est un peu probably brûlé, comme tu tell. peux sans doute le It's voir. very Hier, aux difficult funérailles, c'était today's vraiment difficile. funeral. Il faisait très It's very chaud, hot et la chaleur, and le soleil, heat nous and brûlaient. the sun was Et quand on porte du burning noir, us. c'est encore And pire. when you wear Donc black, si tu remarques que it's mon even visage a changé, more c'est à cause difficult. So d'hier. if you see my face has changed, it's because of yesterday. Oui, je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier et avant-hier, parce qu'il y a eu 2 cérémonies à Téhéran, hier et avant-hier. Et aujourd'hui, elles ont lieu à Qom, dans la ville de Qom. Mais en commençant par ce qui s'est passé hier, je pense que c'était énorme, même comparé aux funérailles du premier guide suprême d'Iran, l'imam Khomeini. Beaucoup de gens disaient, avant les funérailles, qu'un tel événement ne se reproduirait plus jamais pour les Iraniens. Et c'est vrai que c'est immense à l'époque. Vous vous souvenez des 2 moments. Moi, je n'étais qu'un enfant à ce moment-là, mais vous vous en souvenez. Comment comparez-vous les deux? Et comment avez-vous trouvé celle d'hier? Parce qu'avant d'entrer en direct, vous disiez que vous aviez vu chaque rue, même les plus petites, remplies de monde, de rassemblements partout. C'était impressionnant. Regardez les images venues d'Iran. Je vais en passer quelques-unes, mais comme vous l'avez dit, comment comparez-vous les deux? Well, as you know, right now, the funeral is in Qom. Eh bien, comme vous le savez, en ce moment, les funérailles ont lieu à Qom. Et à Qom, la foule est immense. Ce que vous montrez là, c'est Téhéran hier. Comme je vous le disais avant le début de l'émission, il m'a fallu des heures pour arriver aux funérailles. J'étais bloqué dans les embouteillages. Ensuite, il fallait marcher longtemps. Beaucoup de gens ont pris le métro, mais nous, on y est allés en voiture. On a garé la voiture très loin et on a marché plusieurs kilomètres juste pour atteindre la rue principale. Le temps, la chaleur à Téhéran en été, c'est vraiment étouffant. Hier, il faisait 35-36 degrés, je crois. C'était pareil la veille, et encore la veille. Tout le monde portait du noir pour la cérémonie, et pour les femmes en particulier, c'était très difficile avec la chaleur. On a marché pendant des heures, et pour plusieurs raisons. Ils ont décidé de changer l'endroit où les martyrs devaient rejoindre le cortège, ce qui a créé pas mal de confusion. Mais c'était incroyable, vraiment extraordinaire. C'est sans aucun doute les plus grandes funérailles que le monde ait jamais vues. Et c'était bien plus grand encore que celle de l'imam Khomeini. Bien sûr, la population de l'Iran a augmenté et celle de Téhéran aussi. Il faut en tenir compte. Mais malgré tout, c'était exceptionnel. Même quand, je croyais que j'avais été coupé. Même quand j'allais aux funérailles, il m'a fallu presque 3 heures pour y arriver. Sur le trajet, on voyait des gens dans les rues, parfois très loin, qui marchaient, faisaient leurs courses ou vaquaient à leurs occupations. Mais beaucoup de ceux qui n'y allaient pas, comme je vous le disais avant l'émission, portaient du noir. Donc, même ceux qui ne se rendaient pas aux funérailles, si vous étiez à Téhéran, si vous traversiez la ville pour y aller, même de loin, parce que j'habite assez loin du lieu des funérailles, vous voyez beaucoup de gens qui semblaient en deuil. C'était nettement plus grand que les funérailles du général Soleimani, qui étaient déjà immenses. Celles de l'ayatollah Raisi ont aussi été énormes, peut-être pas autant que celles de Soleimani, pour des raisons évidentes. Lui, il a été tué par les Américains. Et puis après les émeutes en Iran, on a vu ces immenses rassemblements à Téhéran. En Occident, ils disaient que tout ça, c'était de l'intelligence artificielle, si vous vous souvenez. J'étais sur le plateau de Piers Morgan et ils ont invité cette femme complètement folle au Canada qui a dit dans l'émission que quand ils en auront fini avec moi, le plus gros morceau de mon corps sera mon petit doigt. Et elle continue d'être invitée dans son émission. Ça montre à quel point les choses sont devenues folles,
complètement dingue en Occident. Mais elle disait que c'était de l'IA, et lui aussi le laissait entendre, en gros. Mais c'était vraiment immense. Et puis, une chose très intelligente qu'ils ont faite, c'est d'inviter beaucoup de monde en Iran, beaucoup de journalistes, surtout des médias alternatifs ou non traditionnels, mais des gens très influents. Du coup, c'est presque impossible pour l'Occident de faire semblant que c'était juste des milliers ou des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers de personnes. C'était impossible. Il y avait bien plus de 10 millions de personnes hier. Et si on compte ceux qui sont venus la veille, et encore la veille d'avant, enfin, qui peut vraiment savoir combien ils étaient. Il y a plusieurs estimations, mais je n'ai pas suivi ça de très près. En tout cas, c'était une démonstration de force énorme. Et l'émotion, je veux dire, pas hier mais avant-hier, pendant la prière pour les martyrs, il y avait l'ayatollah Khamenei, sa petite fille d'1 an, sa fille, son gendre. C'était, je ne pouvais pas, j'étais bloqué avec des centaines de milliers de personnes. Au sud, de là c'est Qom. Oui, c'est bien ça. C'est aujourd'hui dans la ville de Qom, les images que vous montrez. Je le précise juste pour vos téléspectateurs, même si vous le savez déjà. Donc c'est différent de ce qu'on a vu hier et avant-hier. Avant-hier, j'ai essayé d'aller à la prière, mais je n'ai pas pu, parce que j'étais littéralement coincé avec des centaines de milliers d'autres personnes au sud du Mosala, le grand complexe où la prière avait lieu. Et il faut être derrière l'imam qui dirige la prière. On était littéralement juste devant lui et on était bloqué. On ne pouvait rien faire. Ça montre à quel point c'était immense. Et on ne pouvait pas bouger. Il y avait tellement de monde. Ce que je veux dire, c'est que même si on ne pouvait pas prier parce qu'on était coincé au mauvais endroit, quand on écoutait les prières à l'intérieur du Mosala, les gens autour de moi, je ne sais pas si c'était tout le monde, mais on entendait des sanglots, des pleurs, tout autour. C'était très émouvant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas seulement une démonstration de force. C'était bien plus que ça. Vous savez, parfois en Occident, on parle d'un effet de ralliement autour du drapeau en Iran. Mais là, ce n'était pas un ralliement autour du drapeau. C'est bien au-delà de ça. Cela montre que la légitimité populaire de la République islamique, malgré les sanctions de pression maximale, malgré le terrorisme, malgré les tentatives de provoquer une insurrection par l'Occident, malgré toutes ces épreuves, les guerres, les multiples guerres imposées à l'Iran par l'Occident et les sionistes, eh bien, la légitimité populaire de la République islamique d'Iran est bien plus forte que celle de n'importe quel pays occidental. C'est quelque chose qui, vous savez, choquerait les élites en Occident, mais c'est un fait. Ils peuvent le nier autant qu'ils veulent. Ils ne pourraient jamais rassembler de telles foules dans les rues, ni susciter une telle émotion, une telle explosion d'émotions. C'est juste, c'est la profondeur de la légitimité populaire et l'ampleur de ce soutien populaire. C'est vraiment extraordinaire. Et puis quand on voit ce qui se passe à Qom aujourd'hui et demain, je suis sûr que les foules en Irak seront immenses. Qom, c'est plus chaud que Téhéran. Quand je t'ai dit, tu vois, tu peux regarder mon visage, imagine un peu comment c'est en ce moment à Qom, qui est, comme tu le sais, plus chaud que Téhéran, beaucoup plus chaud. Et puis imagine ce que ce sera en Irak, parce que à cette période de l'année, mon Dieu, qui sait ce qu'il fait à Najaf et à Qom. J'y suis allé une fois en été, en pèlerinage, et franchement, on ne pouvait même pas sortir pendant la journée. Pour moi, c'était insupportable. On sortait la nuit, tard dans la nuit. Le fait est que c'est une démonstration de force énorme. Et puis hier soir, on a appris que quelqu'un avait frappé 2 navires près du détroit d'Ormuz. Les Iraniens, bien sûr, ne reconnaissent aucune responsabilité. On entend juste parler de 2 navires. J'imagine que ça vient peut-être d'Iran. Je doute que ce soit les Koweïtiens ou les Saoudiens. Mais en tout cas, l'Iran a frappé 2 navires.
À mon avis, c'est étroitement lié à cette démonstration de force. Parce que les Iraniens, ces 2 ou 3 derniers jours, d'après ce qu'on m'a dit, ne voulaient pas de tension dans le Golfe Persique à cause de la cérémonie, à cause de tous les gens dans les rues. Mais je pense que la démonstration de force a été tellement massive qu'ils ont décidé, hier soir, de frapper 2 pétroliers qui avaient refusé d'obéir à l'armée iranienne. Parce que, comme vous le savez, selon le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz, pendant la période d'application de ce protocole, est placé sous l'autorité de l'Iran. Et les Américains, eux, ont ouvert leur propre couloir, en violation de cet accord. En fait, ils enfreignent tout ce qu'ils peuvent dans ce protocole. Alors les Iraniens ont menacé ces navires de faire demi-tour, mais ils ont ignoré l'avertissement. Résultat, 2 navires ont été frappés hier soir. Et je pense que ce n'est pas sans lien avec l'immense démonstration de force qu'on a vue et qu'on continue de voir aujourd'hui à Qom. Donc, même s'ils ne voulaient aucune tension pendant cette période, je pense que la démonstration de force a été tellement efficace qu'ils ont dit « Non, nous allons faire appliquer les règles dans le Golfe Persique ». Et puis, il y a une autre chose que je voulais dire. Avant les funérailles, je le disais à des amis, peut-être même que je te l'ai dit à toi aussi, je me demandais à quel point la foule serait nombreuse. Je savais que ce serait immense. J'en étais absolument sûr, mais je me demandais jusqu'à quel point, parce que cela faisait plus de 4 mois que l'Ayatollah Khamenei avait été martyrisé. Et vous savez, ces mots, ces émotions brutes que les gens ressentaient pendant les premiers jours, les premières semaines, ce n'est plus du tout pareil aujourd'hui. On a un nouveau dirigeant. La guerre a suivi son cours, jusqu'à un certain point, du moins jusqu'à là où nous en sommes maintenant. Ça fait plus de 4 mois. Mais si vous aviez été dans la foule hier, vous auriez cru qu'il venait d'être martyrisé la veille. C'est vraiment ce que les gens ressentaient. Donc oui, ça fait plus de 4 mois, mais on aurait dit que c'était juste après. Si vous ne saviez pas et qu'on vous avait simplement déposé au milieu de cette foule, vous auriez pensé qu'il venait tout juste d'être martyrisé. Je pense que tout ça va avoir un impact énorme sur la politique étrangère de l'Iran dans les semaines, les mois et même les années à venir. Ça va leur donner plus de pouvoir, plus d'autorité. Les négociateurs vont se sentir renforcés par tout ça. Dans la rue, Nima, des gens qui me reconnaissent viennent me voir et me disent « Ne viens pas », comme si j'étais un négociateur, alors que je ne le suis pas. Mais pour une raison que j'ignore, beaucoup semblent penser que je suis impliqué. Et plus je le nie, plus ils se disent « Ah, donc il doit vraiment être impliqué ». Les gens viennent me voir et me disent « Il faut être plus dur, on veut se venger ». Et cette envie de vengeance, elle vise des gens comme Trump, Netanyahou, la direction des États-Unis et bien sûr la direction du régime israélien. La colère des Iraniens est immense. Les appels à la vengeance sont énormes. Mais en tout cas, je pense que ça va rendre les négociateurs beaucoup plus durs à la table des discussions. Je pense aussi que ça va pousser les forces armées iraniennes à adopter une attitude plus affirmée vis-à-vis des États-Unis, du Conseil suprême de sécurité nationale, de l'État. Ça va avoir un impact énorme. Et je pense qu'à l'extérieur, au-delà des frontières de l'Iran, l'effet sera tout aussi considérable, parce que les pays reconnaissent qu'il y a eu une victoire iranienne. Ils ont gagné la guerre d'usure. Ils ont gagné à la table des négociations. Et d'ailleurs, beaucoup d'Iraniens pendant les funérailles disaient que cet accord n'était pas assez bon. Beaucoup le critiquaient. Mais malgré tout, en Occident, on dit que cet accord, pour quiconque a lu le texte, c'est une victoire pour l'Iran. Les critiques existent, certaines sont même tout à fait fondées. Mais quoi qu'il en soit, c'est la situation telle qu'elle est.
So you put all those together, those victories. Alors, si on met tout ça ensemble, toutes ces victoires, cette série de victoires, et qu'on ajoute en plus ces funérailles qui se déroulent en ce moment, eh bien c'est victoire après victoire après victoire pour l'Iran. Et ça va renforcer le statut et la position de l'Iran à travers le monde. Et puis, c'est une très mauvaise nouvelle pour Trump. Et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour le régime israélien. Cela donne à l'Iran et à ses alliés une nouvelle énergie pour soutenir le peuple palestinien. D'ailleurs, un ami palestinien me disait aujourd'hui que c'est une bonne chose que je rappelle aux gens la situation à Gaza dans différentes émissions. Alors, comme il me l'a dit, je veux simplement rappeler à tout le monde qu'on doit toujours garder Gaza à l'esprit, penser à Gaza, en parler et maintenir la question de la Palestine et surtout celle de Gaza, sous les yeux du monde, pour accroître la pression sur les ennemis du peuple palestinien. Professeur Marandi, l'Iran, je le connais depuis la Révolution. Et depuis ce moment-là, il y a toujours eu, dans l'esprit des décideurs iraniens, cette idée que les États-Unis allaient finir par attaquer. Tôt ou tard, ils allaient frapper l'Iran. C'était toujours présent, à cause même de l'identité de la Révolution. Elle était anti-impérialiste, opposée à l'influence et à la pression américaine dans la région, à leur domination. Ils ne voulaient pas de ça. Et donc, cette conviction a toujours existé. La guerre allait finir par arriver. Mais la façon dont les États-Unis ont commencé cette guerre a été vraiment choquante, parce que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé qu'ils commenceraient par l'assassinat du guide suprême, puis par celui de ses enfants dans l'école primaire de Minab. Pour le peuple iranien, ça a été un choc immense. Et aujourd'hui encore, la situation est ce qu'elle est, parce que d'après ce que j'ai compris, ils pensaient que tout se passerait sur le champ de bataille. Que ce seraient deux armées qui s'affronteraient face à face. Pas des assassinats, pas cette manière de faire la guerre qu'on associe à Israël. Je pense que pour les Iraniens, ça a été un choc profond, bouleversant. Oui, enfin, même sur un sujet un peu « je m'égare », mais même si je ne suis pas vraiment le football, voire pas du tout, cette histoire où Trump a forcé la FIFA à autoriser un joueur américain, pourtant suspendu pour le match contre la Belgique, à jouer quand même. C'est très révélateur du comportement des États-Unis en général. Trump est plus grossier que les présidents américains précédents, mais les États-Unis se considèrent au-dessus des lois, avec des privilèges particuliers. Ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et cette idée qu'ils sont exceptionnels, on la retrouve partout en Occident dès qu'il s'agit des États-Unis. Ils pensent qu'ils ont l'autorité morale pour massacrer des enfants, pour détruire la vie de millions de personnes, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye ou ailleurs. C'est ça, les États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils traitent le reste du monde. Les Iraniens ont donc toujours eu le sentiment, ou du moins les élites iraniennes, qu'il y aurait forcément une guerre un jour. Maintenant, tout le monde ne le croyait pas. Je pense que la faction libérale au sein de l'élite politique iranienne pensait qu'elle pouvait trouver une sorte d'accord avec les États-Unis, et que si on les traitait différemment, ils nous laisseraient tranquilles. Évidemment, c'était naïf, et ça n'a pas marché. Et en fait, beaucoup d'entre eux ont vu leur position évoluer. Il y a quelques semaines, je crois, j'ai dit ailleurs que j'avais vu ça à la télévision iranienne. En réalité, je l'ai vu en ligne, donc je ne suis pas certain que c'était une chaîne de télé iranienne, ou plutôt une de ces émissions diffusées sur Internet. Mais l'un des réformistes, le chef d'un des partis politiques réformistes en Iran, était invité dans cette émission. Et il a déclaré que l'ayatollah Khamenei avait eu raison de construire ses bases de missiles souterraines
et de développer la technologie des missiles et des drones iraniens. Il a ajouté que si les forces armées avaient été sous leur contrôle, l'Iran se serait déjà effondré. C'est ce qu'il disait. Il disait qu'on avait tort. Et tu te souviens aussi bien que moi qu'en Iran, depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de critiques contre l'ayatollah Khamenei à propos du programme de drones iraniens. À l'époque, l'Occident se moquait des drones iraniens. À ce moment-là, je crois que le seul pays qui développait vraiment des drones, enfin du moins le seul dont je me souvienne, c'était l'Iran. Et on se moquait de leurs drones, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine commence et que les Russes se mettent à utiliser des drones iraniens. Et pareil pour le programme de missiles. On se moquait de l'Iran, on le critiquait sans arrêt. Et donc, beaucoup de gens en Iran, des politiciens, des responsables du gouvernement, même dans différentes administrations, critiquaient l'argent dépensé pour les bases souterraines, le programme de drones, le programme de missiles. En gros, ils critiquaient l'ayatollah Khamenei pour tout ça. Pourtant, les dépenses militaires de l'Iran sont bien plus faibles que celles d'autres pays de la région. Oui, beaucoup plus faibles. Et au lieu d'acheter des flottes d'avions de chasse à l'étranger, des appareils très coûteux, ils ont choisi de développer une stratégie militaire moins chère, plus nationale. Ils ont investi dans la technologie. Et au final, ça a marché. Les Iraniens savaient que même s'ils achetaient, disons, 200 ou 150 avions, très chers, les Américains auraient quand même eu la supériorité militaire. Ils n'auraient pas pu gagner la guerre de cette façon. Alors ils se sont vraiment demandé comment mener une guerre contre les Américains et la gagner. C'est une stratégie qu'ils suivent, plus ou moins, depuis des décennies. Et après les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, elle s'est encore renforcée. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que la stratégie militaire de l'ayatollah Khamenei, parce que c'est bien la sienne, c'est lui qui l'a dirigée pendant toutes ces années, était brillante. Et même s'il a été martyrisé et que beaucoup de commandants, pendant la guerre de l'an dernier et celle de cette année, ont été tués, le pays a gagné la guerre. Et ce n'était pas seulement une question de survie. Pendant la guerre, beaucoup disaient « si l'Iran survit, ce sera déjà une victoire ». La première semaine, à l'extérieur du pays, beaucoup pensaient que l'Iran allait s'effondrer. Mais beaucoup d'entre nous ici ne pensaient pas ça. Moi, j'étais convaincu que l'Iran allait gagner. Beaucoup d'autres étaient confiants aussi. Peut-être pas au point de croire qu'on allait vraiment gagner, mais on était confiants. Pourtant, beaucoup pensaient que l'Iran serait vaincu. Puis, petit à petit, après une semaine environ, quand ils ont vu que l'Iran ne plierait pas, ils se sont dit, bon, si l'Iran arrive juste à tenir, ce sera déjà une victoire. Mais l'Iran a fait bien plus que simplement survivre. À la fin, il frappait des bases américaines, des actifs du régime israélien, et aussi les régimes qui soutenaient les États-Unis dans la région en guerre. Il a donc été confirmé dans ses choix, malgré toutes les critiques en Iran, surtout de la part des libéraux. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux le reconnaissent maintenant. Ce que les États-Unis ont fait, en réalité, c'est contribuer à démolir la vision du monde de nombreux libéraux iraniens. Ceux qui pensaient que si nous adoptions une attitude différente envers les États-Unis, alors les États-Unis se comporteraient de manière plus raisonnable envers l'Iran. Les gens ne pensent plus comme ça aujourd'hui. Je pense que son rôle dans ce qu'est l'Iran aujourd'hui, sur le plan économique, militaire, stratégique, régional et géopolitique, est vraiment déterminant. Je me souviens que pendant les négociations, certains disaient qu'on pourrait peut-être discuter du programme de missiles iranien, qu'on pourrait faire quelque chose à ce sujet. Mais lui, il a dit non, ça n'arrivera pas. C'est la ligne rouge. Je crois que son rôle, à la fois dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui s'est passé pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, est essentiel. Pas seulement sur le plan militaire, mais aussi à travers l'institution qu'il a bâtie au fil des années.
cette sorte de système de commandement à plusieurs niveaux qu'il a mis en place et qui a fini par conduire aux résultats qu'on a vus pendant la guerre. Quand on assassine les commandants, même le guide suprême, on ne voit pas le système s'effondrer parce que le système continue de fonctionner. Le système est d'une certaine façon organisé en plusieurs couches et il peut se reproduire lui-même. C'est à mon avis le résultat de sa direction, parce que juste après la Révolution, il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et après la guerre, le premier guide suprême d'Iran est décédé. Donc il a commencé avec d'immenses difficultés sur le plan intérieur, géopolitique, économique, et aujourd'hui, ce qu'il a apporté au peuple iranien, à l'histoire de l'Iran, c'est vraiment incroyable. Et vous savez, si on regarde la situation en Iran aujourd'hui, on subit des sanctions de pression maximale depuis des décennies. On a traversé 2 guerres, rien que l'année dernière. Une grande partie des infrastructures a été détruite ou endommagée. Et on a vécu un siège, je dirais, pendant 2 ou 3 mois sur tous nos ports. Donc forcément, l'économie a été durement touchée pendant cette période. Les gens qui sont venus à ces funérailles, beaucoup d'entre eux viennent des milieux défavorisés, de la classe ouvrière, ceux qui souffrent le plus à cause de ces guerres. Et vous le savez aussi bien que moi, aller à ces funérailles, ça prend toute une journée, juste le trajet aller-retour. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dû dormir quelques heures. J'étais complètement épuisé. Je veux dire, je ne suis plus tout jeune. Mais bon, il m'a fallu presque 3 heures pour y aller. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour rentrer, je ne m'en souviens pas. Mais j'y suis resté un bon moment. On a marché pendant plusieurs heures depuis près de la rue Engelab jusqu'à la place Azadi, puis on est revenu vers la place Engelab. C'était long, ça faisait beaucoup de kilomètres. Mais certaines personnes ont marché depuis la place Imam Hossein. Pardon, votre public ne voit peut-être pas de quoi je parle. Mais eux, ils ont marché bien plus que moi. Les rues de Téhéran étaient déjà pleines à 5 heures du matin. Et la cérémonie n'a même pas commencé avant 8 heures à peu près. Et beaucoup de ces gens, comme je l'ai dit, ce sont des familles ouvrières, des gens modestes, qui ont déjà bien assez de difficultés à gérer. Pourtant, ils ont passé tout ce temps à venir jusque-là. Et c'est parce que lui, selon la tradition islamique, et en particulier chiite, soutenait les opprimés, ceux qui étaient privés de leurs droits. L'imam Khomeini était pareil. Et pendant ces funérailles immenses, on a vu les mêmes choses. Il y avait des gens de tous horizons, mais ceux qui montraient le plus de soutien, c'étaient les classes les plus vulnérables de la société. Et bien sûr, sa position à l'échelle mondiale allait dans le même sens. Il a soutenu les mouvements de libération en Afrique australe quand il était président. Il s'est rendu dans les pays de la ligne de front pour les encourager et les aider à soutenir la résistance contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a aussi soutenu Cuba, surtout dans les moments très difficiles après l'effondrement de l'Union soviétique. Le Nicaragua, le Venezuela. Le Venezuela traverse une période très difficile en ce moment, et j'ai des amis là-bas. C'est vraiment triste. Mais quand les Américains ont commencé à frapper leur économie, il y a quelques années, il leur a apporté beaucoup d'aide. À un moment où l'Iran subissait les sanctions les plus dures, la fameuse pression maximale. Bien sûr, les capacités de l'Iran à aider étaient limitées. Et puis, le plus important de tout, c'est la cause palestinienne. Sa sympathie pour le peuple palestinien et son optimisme quant à l'avenir de la Palestine, je crois que tout le monde les connaît. C'était toujours quelqu'un qui, selon sa vision idéologique du monde, soutenait les démunis, les opprimés, les exclus, où qu'ils soient. Et en Iran, malgré toutes les difficultés liées à la guerre, aux sanctions, aux émeutes violentes et aux insurrections armées.
despite all that and carried out by the West, Malgré tout ça, et malgré les actions menées par l'Occident, lui, eh bien, il a vraiment essayé de son mieux d'encourager différentes administrations, même si elles avaient des visions du monde très différentes. Certaines étaient libérales, d'autres plutôt de gauche, et il les a toutes poussées à se concentrer sur les personnes marginalisées en Iran, aussi bien dans les périodes difficiles que dans les périodes normales. C'est en partie pour ça qu'il est si populaire. C'est aussi pour ça que l'Iran est resté si ferme dans son soutien au peuple palestinien. Et c'est pour ça que des millions de personnes sont descendues dans la rue. Vous le savez aussi bien que moi. Il existe un immense appareil médiatique persan à l'extérieur de l'Iran, entièrement hostile, financé par des gouvernements occidentaux. Il n'y a rien de comparable pour aucun autre pays, ni pour la Russie, ni pour la Chine. there's nothing like it for any other country, not for Russia, not for China. And the reason is that back in the day when Russia La raison, c'est qu'à l'époque, quand la Russie ne s'était pas encore relevée, et que la Chine et la Russie n'étaient pas encore les puissances qu'elles sont aujourd'hui, l'Iran était la cible principale de la haine de l'Occident. Souvenez-vous de l'axe du mal et tout ça. À ce moment-là, il finançait plein de médias en persan. Et tout le temps, ces médias disaient « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour soutenir les Palestiniens? Pourquoi donnez-vous de l'argent à ces Arabes ?» Je veux dire, ces médias persans, vous les connaissez, ils sont très racistes, très anti-musulmans, vraiment horribles. Mais ils répétaient sans arrêt aux Iraniens « Ces Arabes vous détestent, ces Palestiniens sunnites vous détestent, ils détestent les chiites, ils pensent que vous n'êtes pas musulmans, que vous êtes en gros leurs ennemis. » They think you're, they're enemies, and they were constantly fed this propaganda so that in order. Ils ont été constamment nourris de cette propagande pour créer des tensions en Iran, pour creuser un fossé entre la population et ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Ils font ça depuis des décennies, mais sans aucun résultat. Et on l'a bien vu pendant les funérailles. Toutes ces conspirations contre le pays, toutes ces tentatives pour affaiblir la popularité de la révolution, de la République islamique, pour saper son soutien aux organisations et aux groupes de résistance, aux exclus et aux marginalisés. Tout cela n'a mené à rien. Il suffit de regarder les images. On voit que tout cet argent dépensé, ces milliards de dollars, toutes ces sanctions, toutes ces guerres, tout ça n'a servi à rien. Et ça en dit long, non seulement sur l'ayatollah Khamenei et son leadership, mais aussi sur le peuple iranien. Comment l'Iran voit-il la région? On a vu l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays venir aux funérailles. Je pense qu'après tout, la relation ou le partenariat, je ne sais pas si on peut vraiment parler de partenariat, entre l'Iran et les pays du CCG entre dans une nouvelle phase, une sorte de nouvelle ère. Mais dans cette ère nouvelle, qui est en fait imposée par les conséquences de la guerre, rien n'arrive par hasard. Parce qu'il y a bien eu une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Les pays du CCG y ont participé, en aidant les États-Unis dans leur attaque contre l'Iran. Et ensuite, on voit l'Iran sortir de cette guerre en forçant les États-Unis à quitter la région. Vous savez, les attaques contre les bases américaines dans le Golfe, c'était énorme. Regardez les conséquences de la guerre pour le peuple iranien, pour l'armée iranienne, pour les gardiens de la révolution. Et ces gens-là observent tout ça depuis les pays du Golfe, en se demandant ce que cela signifie pour leur propre sécurité dans la région. Ils ont une décision très importante à prendre. Alors, comment voyez-vous cette décision de leur côté? Est-ce qu'ils vont tirer les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ou bien vont-ils continuer sur la même voie qu'avant le début de cette guerre? Quelle est selon vous la perception ou la compréhension des Iraniens à propos des discussions en cours entre les deux parties, les Iraniens et les pays du Golfe? C'est difficile à dire. Je veux dire, ces pays sont dirigés par des dictatures familiales,
et ils sont liés à l'Occident. Et je pense qu'enfin, tous leurs enfants, leurs parents, sont allés étudier en Occident. Ils y vont en vacances. Leur argent est placé en Occident. Ils prennent d'énormes richesses de leur pays pour eux-mêmes et ils les investissent dans les économies occidentales, en achetant des palais, des appartements, des villas. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux sont profondément compromis. Les dossiers Epstein montrent bien qu'une classe Epstein existe dans le Golfe Persique, surtout aux Émirats. Des personnalités de haut niveau liées à Epstein ont été exposées. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres Epstein à différents niveaux. Donc c'est difficile à dire. S'ils sont raisonnables, il y a une voie possible. Et il y a eu quelques changements, comme on en a parlé tout à l'heure. Ces dernières semaines, quand les Américains violaient le cessez-le-feu et attaquaient l'Iran, les Iraniens ripostaient en frappant des bases américaines dans la région. Et dans les derniers cas, ils n'ont pas frappé les bases en Arabie Saoudite, aux Émirats ou au Qatar, mais ils l'ont fait au Koweït et à Bahreïn. Et la dernière fois, ils ont aussi frappé très durement une base américaine en Jordanie, détruisant beaucoup de matériel sur place. Donc il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas bombardé ces autres pays. Il y a donc des signes de progrès. Mais en même temps, la situation reste très compliquée. Vous savez, une information importante, comme on en a déjà parlé, c'est ce vol de la compagnie iranienne vers le Yémen. Et c'est un événement majeur. Ce vol a brisé le blocus imposé au Yémen depuis 10 ans. Mais les Saoudiens ont essayé d'empêcher l'avion de passagers iranien d'atterrir. Harceler un avion civil, ce n'est pas rien. Ils ont échoué. Le pilote a fait preuve de courage, il a continué sa route vers l'aéroport et il a atterri. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écart est immense. Il y a un passé où l'Iran a déjà pardonné à ces régimes. Dans les années 80, à la demande de l'Occident et des États-Unis, ils ont soutenu l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein, alors que l'Occident, et l'Allemagne en particulier, lui fournissaient des armes chimiques. Ils ont financé tout ça, et ils ont aussi financé les forces armées de Saddam, des centaines de milliards de dollars. À l'époque, l'argent valait bien plus qu'aujourd'hui. Mais après la guerre, quand Saddam a envahi l'un d'entre eux, le Koweït, ces pays ont voulu se rapprocher de l'Iran, et l'Iran leur a pardonné. Dans les années 90, on avait donc des relations plutôt bonnes avec ces pays, même s'ils avaient contribué à tuer. Enfin, je ne sais pas combien de personnes exactement ont été martyrisées pendant la guerre contre Saddam. Mais si on inclut les assassinats commis à travers l'Iran par les moudjahidines du peuple et le soutien au terrorisme dans les zones kurdes, on arrive probablement à près de 200 000 morts. En tout, à peu près 190 000. Ils étaient donc impliqués, profondément impliqués, tout comme ils le sont dans cette guerre. Mais l'Iran veut un Golfe Persique stable. Ils veulent que les pays de la région se rapprochent les uns des autres, et ils veulent que les Américains s'en aillent. Donc, s'ils décident de changer de politique, les Iraniens seraient sans aucun doute prêts à aller dans cette direction. Mais encore une fois, beaucoup d'entre eux sont profondément compromis, et il est difficile de dire ce qui nous attend. Cela dit, il ne fait aucun doute que les 4 mois et demi, ou à peu près 4 mois, que nous venons de traverser, y compris les funérailles en cours, ont placé l'Iran dans une position bien plus forte. Et je pense que ces funérailles en elles-mêmes renforcent littéralement le prestige et la puissance de l'Iran d'heure en heure. Je pense que depuis la révolution en Iran, on a vu apparaître ce groupe terroriste, d'abord en Irak, puis en Europe, les moudjahidines du peuple, qu'on appelle le MEK en Iran. Et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on voit maintenant des gens proches des monarchies ou qui les soutiennent. Et ça, c'est nouveau, parce qu'en fait, ils font exactement ce que le MEK fait depuis très longtemps, coopérer avec Israël.
semer le chaos en Iran et coordonner ce genre meute dans le pays. Chaos in Iran, coordinating those sort of riots in Iran. They were merging En fait, ils étaient en train de fusionner avec les Moudjahidines du peuple, le MEK. C'était quelque chose de nouveau pour les Iraniens, parce qu'avant, beaucoup pensaient, ou du moins certains pensaient, que ces gens-là étaient des nationalistes, qui voulaient que l'Iran s'améliore, qu'il devienne un grand pays. Mais pendant la guerre, on les a vus sortir et dire « Non, il faut détester les infrastructures de l'Iran. Ce sont les infrastructures du régime. Tout tourne autour du régime. Allez-y, détestez le peuple. Les gens seraient contents de cette mort et de cette destruction qui se produisent. » Et ça, c'était vraiment nouveau aussi pour les Iraniens. This was something new for Iranian people as well. Well, when they bombed the school, Eh bien, quand ils ont bombardé l'école à Minab, ils disaient que dans une guerre, ce genre de choses arrive. Et les gens en Iran étaient révoltés. Le MEK et les monarchistes, eux, sont des instruments de l'Occident. Mais ce qui s'est passé dans cette guerre, c'est que beaucoup d'Iraniens vivant à l'étranger, exposés à toute cette propagande anti-iranienne, à la fois celle des médias occidentaux et celle, très sophistiquée, des médias en persan hostiles à l'Iran, ont profondément changé la situation de la diaspora iranienne et de la jeune génération. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds en Iran et ne parlent même pas le persan. Il y a eu un véritable changement de mentalité. Donc cette perte, si on y réfléchit, la défaite du régime américain et du régime israélien, elle est en réalité très complexe, à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut s'asseoir et réfléchir, beaucoup de questions à examiner, et ils ont été battus sur tous ces fronts. Je pense que le changement profond qu'on observe, au moins chez une grande partie de la diaspora, est lié à un mouvement plus large qu'on voit partout dans le monde. Les gens, un peu partout, constatent que les Iraniens, l'axe de la résistance, sont les seuls à soutenir sincèrement les Palestiniens, et que l'Occident, lui, est le seul à soutenir le génocide. Depuis déjà 2 ou 3 ans, le récit selon lequel l'Iran serait le méchant et l'Occident le gentil s'effondre. Cette idée que l'Iran violerait les droits humains pendant que l'Occident en serait le défenseur, elle ne tient plus. Tout ce modèle était en train de s'effondrer. Et puis pendant cette guerre, quand le monde entier a vu les Iraniens dans les rues, déterminés. Et ensuite, il y a eu ces funérailles Nima, qui étaient aussi différentes, dans le sens où il était presque impossible pour quiconque d'en nier l'importance. Dans le passé, même pour le général Soleimani, qui avait été un événement immense, ou pour l'ayatollah Raisi, qui avait aussi rassemblé énormément de monde, très grand aussi, mais le général Soleimani, un peu plus je crois. Je ne connais pas les chiffres exacts, ça peut varier, mais là c'était tellement énorme que les gens se disent « c'est vraiment exceptionnel ». Et donc, le pouvoir d'influence de l'Iran, son soft power, s'est considérablement renforcé. Et je pense que c'est irréversible. Je ne pense pas que l'Occident soit en train de... Chaque jour, on voit des gens se faire tuer à Gaza. Tous les jours. Et hier, on a vu 3 personnes assassinées au Liban. Une directrice d'école, tuée avec son mari, et je crois, une employée de maison qui travaillait pour eux. À Gaza, ce genre de choses se produit en grand nombre, jour après jour. Alors, les gens, partout dans le monde, voient bien que le pays qui soutient le peuple palestinien, il y a des millions de personnes dans les rues de ce pays qui soutiennent cet État. Et pendant ce temps, on continue de voir les Israéliens massacrer des civils. En Occident, c'est le silence. Les journalistes occidentaux détournent le regard. Les diplomates occidentaux se taisent. Les élites occidentales détournent le regard. Et ça, les gens ne l'ignorent pas, vous savez. Les gens regardent tout ça et remettent en question toute leur vision du monde. Ils voient l'Iran sous un tout autre angle, l'axe de la résistance, le Hezbollah aussi, d'une manière complètement différente. Je veux dire,
la résistance extraordinaire que le Hezbollah a opposée au régime israélien ces derniers mois, le fait que l'Iran ait été prêt à retourner en guerre pour le Liban et que toutes ces entités aient fait de tels sacrifices pour Gaza. Je veux dire, l'Ayatollah Khamenei est le plus grand martyr de Gaza. Et c'est pareil pour Sayed Hassan Nasrallah. Donc les choses changent, elles évoluent. Si on remonte seulement à 3 ans, on vivait dans un monde très différent. Je pense que ça a été révélateur pour beaucoup de gens dans le monde à propos de l'axe de la résistance. Avant, on disait toujours « l'Iran utilise ces groupes » ou encore « ce sont des proxys de l'Iran, l'Iran s'en sert pour atteindre ses objectifs ». Mais on a vu comment le Hezbollah s'est sacrifié pendant la guerre. La direction du Hezbollah a été assassinée. Et on a vu aussi que la direction en Iran a été assassinée. Plusieurs niveaux de commandement en Iran ont été touchés. Et là, on perçoit une forme d'unité. Pour beaucoup de gens, ça a été une vraie révélation, parce qu'ils n'avaient aucune idée de la manière dont l'axe de la résistance fonctionnait réellement. Et ce qu'on voit en ce moment, que ce soit en Iran, au Liban ou au Yémen, c'est la même chose, parce qu'ils poursuivent le même objectif, le même agenda, la libération du peuple palestinien, la libération, vous savez, du Liban. D'ailleurs, la Syrie est aujourd'hui sous occupation. Et ça, à mon avis, ça a complètement brisé toute la machine de propagande autour de l'Iran. Cette idée selon laquelle l'Iran manipulerait toute la région pour servir ses propres intérêts. Franchement, je ne vois pas quel bénéfice l'Iran aurait tiré de tout ça, contrairement à ce que certains affirment. L'Iran se sacrifie pour atteindre la libération. Pendant 47 ans, nous avons traversé 3 guerres. Et il y a une raison à cela. Dans les années 80, l'Iran soutenait les Palestiniens. À la même époque, l'Iran a aidé le Hezbollah à résister au Liban et au final à libérer le pays. Ils finançaient tout cela, alors qu'ils étaient sous sanctions depuis le début de la révolution. Ces sanctions n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre le niveau de pression maximale sous Obama. Et comme je l'ai dit, 3 guerres, des sanctions, des insurrections armées, des révolutions de couleur, ou plutôt des émeutes violentes pour être précis. Et bien sûr, la violence contre les partisans de l'Iran dans toute la région. Quiconque soutenait l'Iran finissait en prison, que ce soit à Bahreïn ou ailleurs dans la région. On a détruit des pays qui soutenaient l'axe de la résistance, comme la Syrie, en ruinant leurs infrastructures. Alors oui, l'Iran a fait beaucoup de sacrifices. Bien sûr, personne n'a fait plus de sacrifices que les partisans libanais de la résistance. Ce sont les vrais héros de notre époque. Rien que ces 3 ou 4 dernières années, ils ont eu peut-être 10 000 martyrs. Et pour un petit pays, surtout quand les partisans de la résistance représentent une part importante de ce pays, imaginez ce que cela signifie, à cette échelle, les épreuves qu'ils ont traversées. Pourtant, ils sont restés solides et fidèles à leurs principes. C'est pour ça que je dis toujours que les gens devraient lire davantage sur l'Iran. Parfois, on me dit « tu répètes ça tout le temps ». Oui, c'est vrai, mais je pense vraiment que les gens devraient lire plus. Par exemple, Going to Tehran, des Leverett, c'est un livre important à lire, parce qu'il y a très peu d'ouvrages sur le sujet que je trouve vraiment valables. Il y a peut-être d'autres livres que je ne connais pas, mais, vous savez, Resistance d'Alastair Crooke est vraiment un bon livre à lire. Et sur le programme nucléaire, encore une fois, A Dangerous Delusion de Peter Oborne ou Manufactured Crisis de Gareth Porter, qui d'ailleurs semble un peu avoir disparu des radars ces derniers temps. Je crois qu'il est peut-être malade ou quelque chose comme ça. Il est assez âgé. Et c'est justement le moment pour les gens de lire davantage, de comprendre le contexte de tout ce qui s'est passé au cours des 4 dernières décennies et demie.
Les Iraniens ont fait des sacrifices pendant toute cette période, ça ne fait aucun doute. Quant à ceux qui disaient qu'Iran utilisait la cause palestinienne pour son propre intérêt, eh bien ce sont des gens liés à ces régimes qui, eux, ne font rien. Ils ont leur propre agenda parce qu'ils veulent justifier leur inaction. Ils encouragent le sectarisme, comme les Qataris, Erdogan ou l'Arabie saoudite. Ils essaient d'être cyniques à propos de tout ce que fait la résistance. En coulisses, ils disaient depuis des années, en réalité, l'Iran et les États-Unis sont alliés. Et maintenant, ils disent qu'il n'y a pas assez d'efforts de la part de l'Iran, que l'Iran a trahi. Aujourd'hui, ils demandent pourquoi l'Iran n'aide pas davantage le Hezbollah, pourquoi il ne l'aide pas plus. Quoi que fasse l'Iran, c'est toujours lui le méchant. Il y aurait toujours quelque chose qui ne va pas dans la politique iranienne. Et quand on regarde de près, toutes ces critiques viennent des mêmes relais des États-Unis, ceux qui, dès le début de la Révolution, et même avant, avaient déjà bradé leur politique. Je pense qu'en plus des livres que vous avez mentionnés, qui sont très bien à lire pour les étrangers, le mieux, c'est d'aller en Iran. C'est vraiment la meilleure façon de comprendre et de connaître le pays, bien sûr. Bien sûr. Et il y aura peut-être d'autres livres. Certains me demandent pourquoi je parle de livres écrits par des non-Iraniens. Malheureusement, je n'ai rien vu de vraiment bon écrit par un Iranien. Moi-même, je n'ai rien écrit, donc je ne suis pas en position de critiquer les autres. Mais je dois être très franc à ce sujet. Cela dit, ce n'est pas une excuse. Il y a très peu de choses disponibles. Mais oui, les gens devraient aller en Iran, visiter l'Iran. Ils devraient aussi se souvenir de ces jours-ci, de ces funérailles. Dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, quand on dira que le régime est impopulaire, que le peuple... Enfin, je veux dire, quelqu'un m'a dit que le New York Times, enfin une journaliste iranienne, a tweeté hier que la BBC l'avait contactée, qu'ils avaient fait une interview avec elle et qu'ils lui avaient demandé « Est-ce que les gens sont allés aux funérailles pour avoir des sandwichs ?» Je veux dire, c'est la BBC, sérieusement? Par exemple, tu passes 3 heures pour aller à des funérailles, tu restes sous le soleil, dans la chaleur, tu marches pendant des heures, t'es épuisé, et ensuite tu dois rentrer chez toi, t'es encore épuisé, tu tombes presque, et quelqu'un te donne un sandwich. Enfin bref, ces gens-là, ils cherchent juste des moyens idiots, complètement absurdes de... Enfin, ils entendent ces trucs-là de la part des monarchistes et du mec. Tu vois de quoi je parle. Sans discord. Enfin, c'est en persan. Désolé. Mais ils tiennent ça d'eux, à cause de leur propre ignorance. Et puis je suis sûr que les gens de la BBC, eux, entendent ça de leurs collègues de BBC Persian, qui sont, tu sais, tellement hostiles envers l'Iran que c'en est incroyable. Mais bon, c'est comme ça qu'ils sont. Ou par exemple, je pensais à une autre histoire. Ah oui, le New York Times disait que certaines personnes étaient allées aux funérailles juste par curiosité. Je veux dire, ils n'ont pas vu les images. Sérieusement? Il y a des gens qui... Enfin, c'était vraiment une journée difficile. Et eux, ils disent que les gens y sont allés juste par curiosité. Franchement, les justifications ou les arguments que certains journalistes occidentaux inventent pour servir l'agenda de leurs supérieurs, de leurs maîtres ou de leurs patrons sont parfois tellement absurdes que... Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai tweeté à ce sujet il y a quelques jours. C'était à propos d'un rapport de Reuters qui disait que l'État iranien, ou quelque chose comme ça, mobilisait les gens dans la rue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mobiliser? On est des soldats maintenant. Et puis, selon ce rapport, c'est un tweet, vous pouvez le retrouver sur mon compte, ça date d'il y a 2 ou 3 jours. Il aurait été dit que des gens à Téhéran, ou un peu partout en Iran, fêtaient la mort de l'Ayatollah Khamenei derrière des fenêtres fermées, ou quelque chose comme ça. Oui.
Comment ça? C'est Reuters. Franchement, la propagande du New York Times, de Reuters et de la BBC devient tellement extrême que, honnêtement, je crois que même au pire moment de la propagande soviétique, c'était moins grave que ça. Enfin bref. Je pense que le vrai nom de BBC Persian devrait être BBC Anti-Persan ou même Anti-Iran International. Ces médias sont contre le peuple iranien, contre la culture iranienne, contre l'Iran en tant que pays. Ils ne font rien de positif pour la société iranienne. En gros, ils reçoivent « Tu as un peu de temps pour que je te raconte une histoire? 2-3 minutes? » Allez-y. Un jour, la BBC m'a invité à participer à un débat à Beyrouth. C'est une longue histoire. J'ai accepté et il y a donc eu un débat d'1 heure. J'ai oublié le nom de l'émission, mais bref, elle est disponible en ligne. J'avais accepté et ensuite ils ont voulu m'annuler. La raison, c'est que l'endroit où ils avaient installé leur tente, c'était à l'AOB, l'Université américaine de Beyrouth. Et l'Université américaine de Beyrouth, sur ordre du département d'État, a dit que telle personne, c'est-à-dire moi, n'était pas autorisée à entrer sur le campus. Alors que quelques années plus tôt, 3 ou 4 ans avant, j'étais chercheur invité dans cette même université. J'y étais pour mon congé sabbatique. Donc ils ont dit, eh bien, on ne peut pas vous inviter. J'ai répondu, pas de problème, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas faire ça à l'AUB. Il faut aller ailleurs. Et eux ont dit, oui, mais on a déjà dépensé de l'argent. Et j'ai dit non, soit vous faites ça, soit je commence. Je vous crée des problèmes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des médias au Liban, je leur ai raconté l'histoire. Ensuite, des étudiants sont allés manifester à l'AOB. Les médias, tu sais, Al-Mayadeen, Al-Akbar, Al-Manar et d'autres encore, critiquaient l'AOB et la BBC pour cette politique. Et puis la BBC a annulé l'invitation. Mais ça, c'était juste l'introduction. J'ai donc fait le débat, qui a duré 2 heures. La première heure, c'était pour la BBC en anglais, et la deuxième, même format, mais avec d'autres invités, arabophones, pour la version arabe. On est donc resté là pendant 2 heures complètes. Il y avait une grosse équipe de la BBC, à la fois pour l'arabe et pour l'anglais. Beaucoup de monde, parce que les 2 émissions s'enchaînaient. Les 2 émissions étaient l'une à la suite de l'autre. Après notre débat, je suis allé m'asseoir avec les gens de la BBC et d'autres, et on discutait tranquillement. Certains membres du public nous ont rejoints aussi. Le deuxième débat, celui en arabe, se terminait ou venait juste de se terminer, donc il y avait pas mal de monde. Ils distribuaient des sandwichs, des boissons, ce genre de choses. On parlait, et j'étais dans un petit cercle d'une dizaine, peut-être 15 personnes, de la BBC, arabophone et anglophone. Et là, l'un d'eux, je crois que c'était quelqu'un de BBC arabique, mais peut-être que c'était de la BBC anglaise, je me souviens plus, a dit quelque chose comme « Vous savez, c'est très intéressant. À la BBC, par exemple, à BBC arabique, on a des gens venus de tout le monde arabe, et tous, peu importe leur pays d'origine, aiment voir leur pays présenté sous un jour positif, où qu'il soit. » Et puis, il a ajouté « Mais vous savez, c'est intéressant. » À la BBC Persian, ils détestent l'Iran. Et tout le monde me dit « Oui, c'est vrai. Oui, exactement. » Il y avait une dizaine, peut-être 15 personnes autour de nous pendant qu'on parlait, presque tous de la BBC, sauf moi et 1 ou 2 autres personnes. Et tous disaient « Oui, exactement. » C'est vraiment intéressant de voir à quel point les gens de la BBC Persian sont négatifs envers leur propre pays. Et puis, regardez tous ces pays arabes. Ce sont tous des dictatures, des relais des États-Unis, à 1 ou 2 exceptions près. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça. On peut peut-être exclure l'Algérie, la Tunisie ou encore 1 ou 2 autres pays dans une certaine mesure. Mais voilà, c'est ça la BBC Persian. Et Iran International fait même passer la BBC Persian pour raisonnable. Je ne les regarde pas, mais d'après les extraits que des gens m'envoient parfois pour rigoler, c'est bien l'impression que ça donne.
Oui, exactement, exactement. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Thank you very much. So C'est toujours un vrai plaisir, Nima. Merci de m'avoir invité.